Le fait que ça nécessite quand même un peu de modération, mais c'est surtout le fait que ça suit une trend. Le truc dont je suis le plus fier, c'est t'es dans un produit, quand t'es dans un projet, t'es souvent biaisé et tu sors pas la tête de l'eau. Ce qui est super intéressant déjà, c'est qu'on a commencé par la communauté. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Bienvenue du coup sur Media Game, le podcast où on parle création de communauté. Julien, je suis trop contente qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. Merci de faire partie des premiers cobayes. Écoute, dans un premier temps, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Il n'y a pas de règles dans la présentation. Ok, très cool. Merci de m'inviter déjà Marion. Donc moi je m'appelle Julien ou Julian. On me surnomme le Craquito ou la Joule, donc tu choisis. Et moi j'ai 23 ans, je suis le cofondateur de The Secret Company, qui est un startup studio basé à Paris et à Londres, et on cofonde des boîtes de services ou de produits, des apps, des plateformes crypto depuis 3 ans. On a cofondé environ 20 boîtes et on met les mains dans le cambouis day one avec des cofondateurs et des entrepreneurs externes qui ensuite prennent le lead et créent des boîtes ambitieuses et en pleine croissance. Donc voilà, j'ai cofondé The Scale Company avec 4 autres partenaires. Et aujourd'hui, je m'occupe principalement des boîtes Web3 de notre portfolio et de manière générale de la croissance, des techniques un peu pirates pour aller sur le go-to-market, pour trouver des canaux d'acquisition assez passifs et duplicables et qui fonctionnent quand on dort. Et puis voilà. Effectivement, d'ailleurs, My Name is Bond fait partie des agences que vous avez cofondées. Donc, on a travaillé effectivement un certain temps ensemble. C'est Et ça. effectivement, moi, je te surnomme plutôt le pirate, Ah ouais, le pirate du ça peut le faire. marketing. Euh, Toi, revenons un peu genre, dans ton enfance, etc. Déjà, de base, parce que tu es quand même hyper jeune, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va revenir sur chacun des éléments. Euh, Toi, quand tu étais petite, tu étais quel genre de gosse? Alors moi c'est marrant parce que j'ai une enfance vraiment ce que je peux dire une enfance de chiller. En fait je suis né dans le sud-ouest de la France, donc je suis né vraiment au bord de mer à Hossegor. Et Au pour ceux qui ne Segor. connaissent pas, c'est dans le sud-ouest, à côté de Saint-Sébastien, c'est là où il y a des vagues, c'est la petite Californie française. Et donc moi mon Hmm. enfance c'était vraiment skate, surf, comme on dit chiller, c'est-à-dire se reposer, profiter avec les copains. Mais en même temps, j'ai toujours fait des petits projets à côté et même des projets dans ma région natale. Donc, quand j'avais 15 ans, j'ai fait un groupe, alors j'ai cofondé, parce qu'on était 4-5 copains à faire ça, un groupe de surfeurs et riders passionnés qu'on appelait Lord of Break. Et on cherchait du financement auprès de villes et de mairies et ça nous finançait des projets de surf, d'événements, de vidéoproduction. Par exemple, on se faisait financer pour faire du surf tracté par les moniteurs Ah de surf oui, et les je, MNS je, je au crois bord de je crois que plage. j'avais vu, je crois que j'avais vu une de tes vidéos sur YouTube là où tu étais déguisé en Père Ouais, Noël aussi, c'est non? ça. Ouais. Ouais, bon, on était, tu vois, on avait entre 16 et 18 ans et on faisait des vidéos où on surfait des vagues de 4 mètres avec des planches paddle géantes qui pouvaient accueillir 5 personnes. Moi, j'avais une moto à l'époque, je tractais mes potes en bord de lac d'Hossegor, Ouais. déguisés en Père Noël. Donc, c'était des petits trucs assez fun, mais tu vois, même si on avait cette ambiance et un peu cette vie un peu chill surfer, j'étais pas le seul. On aimait bien faire des petits projets avec une bande de 4-5 projets. 4-5 potes, pardon, et on se régalait comme ça. Et là, typiquement par rapport à ce projet qui était très orienté autour du surf,
comment est-ce que, donc au-delà du fait d'être entre potes, qu'est-ce qui t'a motivé? Comment est-ce que vous vous organisez, tu vois, typiquement pour trouver des sponsors? Parce qu'effectivement, tu vois, je pense que, bon, là, l'objectif du podcast, c'est vraiment de parler de création de communauté, comment tu y parviens, etc. Toi, en l'occurrence, c'est ta première expérience. Donc, cette première expérience, elle vient de ce kiff que tu as autour du surf, de ce kiff que tu as d'être avec tes potes et de partager quelque chose qui, qu'on se le dise, est ultra fun. Derrière, tu avais quand même un objectif qui était de trouver des sponsors pour vous faire kiffer, pour voilà, aller toujours un peu plus loin, j'imagine. Du coup, ouais, c'était quoi votre plan d'action à ce niveau? Ouais, bah, c'est une très bonne question. En vrai, c'est assez fun parce qu'on a préparé ce podcast et j'avais complètement zappé cette période de ma vie et cette première communauté en fait que j'avais fédérée autour de ce surf. Mais en vrai, nous, on n'était pas les meilleurs surfeurs du Sud-Ouest. On était loin de là, on faisait pas de compétition. On était des bons surfeurs, on aimait bien surfer des vagues de gros avec mes potes, mais on n'était pas les meilleurs. Et du coup, bah, on voulait avoir accès à des choses incroyables, pouvoir se faire tracter en surf, en moto, par des voitures, au bord de lac, en bord de plage, etc. Mais on pouvait pas parce qu'on n'avait pas la notoriété. Du coup, on s'est dit, bah, Oui. on va réunir cette bande de potes, on va faire un petit branding autour. Ça s'appelait Lord of Break avec le petit logo, etc. Et on va faire une page Facebook, on va faire une page YouTube. On avait un copain de la bande qui était hyper fort en montage vidéo et qui faisait du drone non contrôlé à l'époque parce qu'il n'y avait pas besoin de permis, etc. On avait un autre pote qui avait deux, trois réseaux un peu sur les radios locales. Moi qui avais deux, trois copains par-ci par-là qui avaient des idées assez intéressantes. Notamment, on avait mis une fille en plein milieu du pont de Hossegor qui faisait de la balançoire déguisée en licorne. Des petits trucs comme ça créatifs qui Ah, faisaient que les vidéos perçaient, quoi. Et en fait, du coup, on a exécuté, c'est-à-dire qu'à la fois, on se mettait des plans de vidéos, on disait, on va surfer dans un port en pleine tempête, ou on va faire une vidéo, comme je disais, au bord de lac, tracteur moto. On se mettait un plan à une date à 15 jours, on faisait les vidéos, et ensuite, surtout, on distribuait, et on fédérait une communauté autour de ça. Donc, on fédérait une communauté parce qu'on demandait l'avis des gens, parce qu'on hmm, invitait les gens à participer aux vidéos, parce que on créait un mouvement plus que juste on relayait nos vidéos à nous, quoi, en fait. On je voulait vois. vraiment que les gens nous rejoignent et que la nouvelle génération fasse partie du mouvement. Et ça a bien pris pour le coup. Et c'était assez sympa. Tu parles de communauté. Pour toi, c'est quoi la définition d'une communauté? En vrai, ça dépend parce que tu peux avoir une communauté, comme je t'avais un peu expliqué, un peu shadow community, tu vois, qui est axée sur une niche, qui a pour but de s'entraider, partager une passion commune, mais tu peux avoir aussi une communauté plus partagée et regroupée autour d'une vision, autour du brand, etc. Je pense que dans tous les cas, en fait, c'est des gens qui se regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun, que ça soit pour une niche un peu sur une shadow community ou pour autour d'une brand, autour d'une passion commune, c'est toujours des gens qui se Hmm, regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun. Donc je pense que communauté, c'est regrouper des gens qui ont un intérêt commun et pouvoir faire en sorte qu'ils s'épanouissent parce que c'est toujours plus fun de partager un intérêt commun avec d'autres personnes plutôt que juste partager sa passion tout seul, etc., quoi. hmm. Ok, je pense que ouais, effectivement, là c'est un très bon exemple avec la communauté que tu avais créée autour du surf. Donc ça, Mhm. cette première communauté, tu me disais que tu avais à peu près 15 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. On avait 15 16 ans et on était 5. Et pour le coup, on cherchait pas trop de monétisation tant que ça. On cherchait la notoriété et pouvoir avoir accès à des mairies qui nous ouvraient justement Hmm. des autorisations. Nous, on voulait juste avoir l'autorisation de faire de la moto tractée complètement illégale en bord de Des trucs lac. toujours Et on plus les a fous, eu. quoi. C'est ça. Mais tu vois, à mesure que tu grandis, tes KPI et tes métriques, c'est pas les mêmes. Après, tu vas chercher Ouais, des choses qui forcément. peuvent avoir un leverage sur ton business, des choses comme ça. Et c'est vrai que Mais c'est assez marrant. tu vois, tu avais déjà 15 ans et tu étais déjà en train de chercher à faire des choses qui sortent vraiment du commun, tu vois, des trucs que tu peux Fort, trouver nulle part ailleurs. Et tu vois, bien cet sûr. effet waouh, ce truc où tu te dis, what the fuck, c'est quoi ces Ouais, mecs? de ouf. Et un point qui est important, c'est que j'y serais pas arrivé tout seul aussi. Tu vois, c'était qu'il y avait une sorte d'énergie que le crew qu'on avait créé dégageait. Et chacun Hmm, avait un petit personnage atypique, chacun donnait de l'énergie. Et là, pour le coup, c'était vraiment. Il y avait un groupe de personnes qui fédéraient cette communauté. Tu vois, ça aurait pas pu hmm.
être lancé juste en mode passion pour les surfeurs, etc. Il y a des groupes, il y a des communautés un peu surfeurs. Tu vois, il y a une communauté que j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris, c'est Surfer of Paris ou les surfeurs de Paris, quoi. Et et Ils quand tu surfent arrives, tu te où? dis, mais what the fuck, ils surfent fous, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est une communauté hyper engagée parce qu'en fait, bah, les Parisiens qui surfent, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui font partie de cette communauté, ils sont hyper engagés. Donc, ça, les premiers qui vont Ouais, aller dans les forcément. shops de Paris de surf, c'est les premiers qui vont se faire des crews et des voyages surf trip en Normandie. Mais quand tu regardes, tu te dis, waouh, c'est pas possible. Mais en fait, non, c'est Ouais. c'est grave possible et ils sont grave déter, quoi. C'est marrant. Ouais, ouais, c'est puissant hein, quand même la communauté. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui ressort de plus en plus dans l'entrepreneuriat. En fait, les communautés, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. La preuve, t'avais Bien 15 sûr. ans, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Mais je pense qu'il y en avait bien avant que nous on fasse ça c'est sûr. Oui, voilà, ça c'est sûr, hein. Mm. Donc, première communauté autour du surf. Et Mhm. après, il me semble que à l'âge de 17 ans, tu as créé une autre communauté. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, pour le coup, c'est une communauté qui n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur un truc aussi chill et cool que le surf, Ouais, mais tout aussi ouais, intéressant. Donc, je te laisse nous raconter. bien sûr. Bah, tu sais, à 17 ans, tu commences à avoir envie d'un peu d'argent de poche, tu commences à t'intéresser au business un peu en ligne, etc. Donc, bah, en tout cas, c'était mon cas pour moi. Et moi, j'ai commencé au début avec un ami et après en solo à vendre des scripts informatiques. Donc, je vendais des scripts, donc ce qu'il y a derrière une application ou un site internet. ChatGPT existait déjà. C'était donc Nous, toi. c'était notre trend. Nous, on surfait à l'époque sur la trend, c'est des mobile apps. C'est-à-dire que, tu sais, Oui. c'est souvent des trends. Et genre, il y a une trend où il y avait tous les Snapchat qui perçaient, les Instagram, etc. Et tous les wannabe entrepreneurs et les gens qui, même les agences, etc., ils avaient beaucoup de besoin de je veux faire un clone de cette application mobile, je veux faire un Mm. clone de cette plateforme, clone d'Airbnb, clone de Snapchat, clone d'Instagram. Et Ouais, tu utilises ce un que truc qui j'ai marche déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est que je chopais donc des codes sur GitHub d'applications similaires. Je les faisais améliorer par une équipe de dev et je faisais des clones de Tinder, des clones d'Instagram et je les vendais du Tu, coup soit à des est-ce- entrepreneurs, soit à des tu peux, agences. tu peux, tu peux préciser ce que c'est GitHub si jamais il y a des gens qui connaissent pas? Ouais, ouais, bah en gros c'est une site, une plateforme où tu peux stocker des codes informatiques et tu peux le mettre à jour en temps réel avec tes équipes dev, etc. Donc en gros, si tu as une plateforme comme Airbnb qui a son code source open source ouvert sur GitHub, tu peux voir ce qu'il y a derrière Airbnb. Bon, souvent les grosses plateformes, les gros tools, les grosses startups, elles n'ont pas leur code en open Mm. source, mais tu as souvent des clones ou des plateformes similaires, donc tu peux récupérer des projets similaires. Tu as beaucoup de développeurs qui font des projets d'études ou des choses comme ça, où ils développent des clones justement, et qui les mettent gratuitement sur GitHub. Moi, je les Ok. prenais, je les travaillais, je prenais des choses open source, je les travaillais, je me les appropriais, parce que bon, moi, je voulais pas juste le travail des gens. Et Mm. bah, je les marketais aussi, quoi. Je faisais Uber clone, Uber Eats clone, et je les vendais. Et donc ma cible c'était beaucoup d'entrepreneurs indépendants, wannabe entrepreneurs qui voilà voulaient créer des apps parce que c'était trendy, qui voulaient dire bah, moi j'ai mon app sur l'Apple Store, c'était quand même stylé à l'époque. C'est vrai. Encore aujourd'hui je pense que ça doit être stylé d'arriver de montrer ton app à tes copains. Et donc pour commercialiser, pour marketer ça en fait je me suis rendu compte que un bon levier d'acquisition, de conversion c'était d'avoir une communauté, mais cette fois-ci une communauté un peu shadow community. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fédéré autour d'une marque, je ne l'ai pas fédéré autour d'un crew, mais je l'ai fédéré autour vraiment d'une problématique ou vraiment d'un intérêt commun. Et donc j'ai fait un groupe Facebook, ça s'est traduit par un groupe Facebook qui s'appelait Create Mobile Application for Entrepreneurs in one week. Vraiment un truc niché, tu vois, c'était pas genre en Ouais. mode vente de script informatique community, tu vois, c'était vraiment juste, je parlais du besoin, genre entraide pour créer une application mobile, c'était en anglais. Et là, je l'ai créé from scratch, donc vraiment groupe Facebook from scratch, et je l'ai monté à 3000 personnes, donc vu que c'est niché, c'est quand même très intéressant. J'ai fait beaucoup de ventes dessus, beaucoup d'upsells, j'ai fédéré une communauté, j'ai amélioré aussi les produits dessus. On va en parler des bénéfices de toute cette communauté, mais ça a été une communauté vraiment orientée pour créer un leverage sur ce business-là, quoi. Et cette communauté, elle était présente sur quelle plateforme? Sur Facebook, c'était un groupe Facebook. Ok. Ouais, à l'époque, Facebook, C'est ça ça. se faisait Bah, en beaucoup. fait,
Ça se faisait beaucoup, ça se fait moins, mais ça remonte et on va Ouais. parler, on va parler de pourquoi ça remonte et pourquoi c'est intéressant quand même. Mais moi, en fait, quand j'ai créé cette communauté, tu vois, on était en 2017, il n'y avait pas encore les Discord, il n'y avait pas encore les autres alternatives. Facebook était très populaire pour les groupes. Tu sais, c'était l'époque où tu faisais un anniversaire, tu avais un groupe Facebook, tu vois, tu Ouais. faisais une soirée, tu avais un groupe Facebook. Et donc, bah, Facebook, c'était le meilleur endroit. En plus de ça, Facebook a beaucoup d'avantages qui font que même si t'es pas sur Facebook, tu peux avoir un funnel pour faire venir les gens sur Facebook, Mm. que ce soit en termes de SEO, que ce soit en termes de fonctionnalité. Donc c'était intéressant et ça reste intéressant. Et tout ça, est-ce que tu le dis parce que maintenant tu as du recul ou au moment où tu as lancé cette première communauté, tu avais conscience de, disons, tous ces avantages que présentait le fait de créer une communauté sur Facebook? Bah, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai vu que sur Facebook, il y avait des communautés qui marchaient bien, qui étaient hyper actives et qui fonctionnaient. Donc, j'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher. Mm. J'ai vraiment testé, entre guillemets, à l'aveugle. Pour la faire grossir, j'ai fait beaucoup de chilling. Donc, on va y revenir. J'ai spammé des groupes, en gros, pour faire venir des gens. Mais je l'ai fait vraiment sans avoir, pour le coup, vraiment benchmark et regarder si c'était une bonne ou mauvaise stratégie. Tu vois, je me suis mis un sprint de 2 semaines et j'avais un objectif pour faire grossir le groupe et un objectif pour voir si ça convertissait. Et les résultats Mm. étaient assez intéressants, donc j'ai continué et puis voilà. Ok. Très bien. Donc, learning que tu as retenu de cette création de communauté à ce moment-là? Ben, en vrai, j'étais assez content. Ça a été, tu vois, j'ai fait deux, trois Shadow Community. Et je pense qu'on va y revenir aussi. Il y en a qui ont fail, il y en a qui ont réussi. Ouais. C'est là, je pense que je peux considérer qu'elle a réussi parce que bah, ça m'a aidé à vendre. Le groupe s'est développé assez facilement. C'était vraiment du passif une fois que tu avais tes Mm. 300 membres. Parce qu'en fait, Facebook, en gros, si on fait le tour de Facebook, pour ramener du monde, les premiers 100, 250 personnes, tu vas devoir vraiment mettre les mains dans le cambouis. Soit tu invites tes potes parce que du coup tu es doxé, donc il n'y a pas de souci à être public. Tu peux avoir des gens dans tes potes qui ont un intérêt commun avec ton groupe. Soit ta niche elle a rien à voir et tu peux pas inviter tes potes. Et là il faut Mm. faut tryhard. Moi par exemple, quand j'ai fait ça, j'avais 1000 personnes sur Facebook, c'était que des jeunes de 16 ans. Ils n'avaient pas envie de créer Oui. des mobiles Mm. applications, tu vois. Ils avaient Forcément, envie de ouais. surfer, de chiller, tu vois. Donc moi ce que j'ai dû faire c'est rejoindre des groupes un peu similaires parce qu'il y en a, tu vois, ou rejoindre des groupes, tu vois. Genre, tu rejoins des groupes. Si tu fais un groupe, genre, créer une application mobile en une semaine pour entrepreneurs, tu rejoins un groupe comme Startup Paris et tu vas aller faire un petit post sans faire de spam. Tu vois, shilling, c'est Et, tu fais la d- promotion, mais sans vraiment dire rejoignez mon groupe, tu vois. Et ouais. Et tu d'ailleurs, ramènes du attends, trafic à ça. petite Mhm. question, à ce moment-là, parce que je sais qu'il y a quand même deux marchés, il y a le marché français, francophone, et après tu as le Mhm. marché international. Pour peu que tu parles anglais, en vrai, du coup, tu as des portes de partout. Toi, à ce moment-là, Mhm. ta communauté, elle était uniquement française ou tu t'es dit, vas-y, je vais pas me fermer de porte et je pars directement à l'international? Alors moi j'étais direct à l'international sur cette communauté parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de créer une attache plus que ça et donc d'être en français, tu vois. Par exemple pour la première communauté avec Lord of Break, le groupe de surfeurs, fallait que on puisse créer une attache, fallait qu'on puisse être dans notre un peu zone de flow et donc vu qu'on Hmm. était français, c'était naturel qu'on le fasse en français, c'était plus logique. C'était en plus une communauté un peu géographique, tu vois. C'était axé sur les Landes, l'Aquitaine, etc. Là sur ce type de business là, je touchais une cible qui était des gens qui veulent créer des applications mobiles en une semaine avec une technologie hybride et c'était déjà assez Hmm. focalisé si tu veux pour que je puisse décider d'aller directement sur un format international parce que j'avais déjà focalisé sur des gens qui veulent créer une application mobile réseaux sociaux, des gens qui veulent créer en une semaine, des gens qui veulent créer sans se faire chier en utilisant des technologies hybrides et ces trois paramètres fait que j'avais déjà une audience qui était beaucoup plus facilement targetable. Si j'avais targeté genre juste créer application mobile facilement, ça aurait été très compliqué de le lancer. Il faut déjà être Hmm. toujours niché pour une shadow community comme ça, tu vois. Ok. Ok, très bien. Donc ça, cette communauté, tu as réussi à la développer. Aujourd'hui, elle est encore active? Aujourd'hui, je pense pas parce qu'en fait, c'est un point qui est important. Je te dis, je pense pas parce que j'y suis pas allé depuis un an. Normalement, ça vit tout seul une communauté. Le problème, c'est que dans ce genre de communauté, tu as quand même besoin d'avoir, si tu veux, de l'admin, c'est-à-dire de la modération, pardon. De la Donc des gens modération, qui ouais. vont, ouais, qui vont valider les posts, qui vont faire des posts de temps en temps, de la rajouter.
Et le problème, c'est que si tu trouves pas des gens, si tu trouves pas genre, si t'as pas 5 ou 10% de ta communauté qui sont des utilisateurs, enfin des membres actifs parce qu'ils sont vraiment drivés par la passion d'intérêt commun, ça tient pas le fil. Donc, si tu veux quand c'est ton business actif, tu le fais, tu trouves des gens qui le font avec toi et ça crée une énergie commune et donc ça marche. Si toi t'arrêtes et que t'as pas ces 5% là qui sont surtout derrière, etc., c'est compliqué. Surtout que, en plus de ça, la trend des applications mobiles et de la création des applications mobiles, c'est estompé parce que maintenant, tu as des outils no-code qui font que tu tapes sur Internet, crée l'application, tu trouves. À mon époque, en 2017, tu tapais créer une application mobile, tu trouvais que des agences qui te facturaient 15 000 balles par application, quoi. Donc, il y a à la fois le fait que ça nécessite quand même un peu de modération, mais c'est surtout le fait que ça suit une trend. C'est-à-dire que là, tu peux avoir un groupe Facebook aujourd'hui. Si la trend elle est toujours actuelle, là tu vois, tu as un groupe Facebook, créer application mobile, enfin créer application avec l'intelligence artificielle ChatGPT, j'en suis sûr que ça peut être trending. Le moment où ça va être trending, ça va être autonome du moment où ChatGPT continue d'être trending, mais le jour où ChatGPT est dépassé, où il n'y a plus besoin de ChatGPT, ben, le groupe va s'estomper, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, ok, cette première communauté, elle est créée. Après ça, comment est-ce que tu as bougé de projet? Parce que je crois que tu as un peu la bougeotte, toi. Tu te mets à fond. En fait, tu t'enchaînes les sprints. Je crois d'ailleurs que tu fais pareil avec la bouffe. On m'a dit que tu te nourrissais par lubie. C'est-à-dire que tu te faisais un mois, genre full cornflakes. Après, full artichaut. J'ai l'impression que dans le business, c'est pareil. Ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Bon, en fait, j'étais comme ça, tu vois, jusqu'à 22 ans parce qu'en fait, je me cherchais, tu vois. Je me cherchais et la nourriture, je me cherche toujours. Donc, effectivement, je me fais des sprints de céréales, des sprints d'artichauts et je mange tout le temps la même chose tous les jours. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Pour les business, c'était la même chose et je recommande à tout le monde d'avoir ce genre de mindset, de vouloir tester plein de choses. C'est-à-dire, focus pendant un mois, tu testes et tu regardes si ça te plaît, tu regardes si c'est intéressant. Et ne pas hésiter à avoir des décisions radicales, se dire ok c'est intéressant mais il manque ça, ok c'est intéressant mais ça n'arrive pas, il passe à autre chose. Et moi quand j'ai lancé ce business, j'avais 17, j'ai fait ça jusqu'à 18 ans et demi. À un moment donné ça m'a saoulé de vendre des scripts informatiques, ça m'a saoulé de faire un peu de service full time, désolé mais bon je suis pas quelqu'un du service. Et ça m'a saoulé aussi, même si je l'ai productivisé, on pourrait y revenir, ça m'a saoulé aussi parce que c'était pas le business avec le founder market fit maximal quoi en gros, genre c'était pas là où je voulais finir ma life quoi. Et donc, j'ai passé de projet en projet. J'ai fait pas mal de choses entre-temps. J'ai fait de l'import-export, j'ai vendu des masques pendant le Covid. J'ai fait une application justement pour visiter Paris avec des balades touristiques sur mesure. Et c'est là où j'ai créé une autre communauté qui a fail, si tu veux qu'on en parle. Ouais, voilà, je veux bien qu'on en parle un peu aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette communauté? Déjà, pourquoi tu as voulu la créer et pourquoi elle a fail? Ça veut dire quoi fail pour toi? Vas-y, dis-nous. Ok, contexte du coup, j'arrive à Paris quand j'ai 18 ans, je connais personne à Paris, je connais les deux gros monuments à visiter à Paris, bon il y en a bien plus que deux mais bon à l'époque tu vois j'ai 18 ans, je m'en fous complètement, je connais la Tour Eiffel, voilà et du coup je me dis ça serait cool d'avoir une application qui te génère et qui te crée des balades sur mesure. C'est-à-dire que moi, mes besoins quand je vais à Paris ne sont pas les mêmes que les besoins de ma mère quand elle va à Paris. Et donc, je me dis, c'est cool, on choisit ses filtres sur l'application, on choisit son type d'activité qu'on aime, et ça te génère une balade avec... si tu as dit que tu as 2 heures devant toi, ça va te faire une balade qui dure 2 heures. Si tu as dit que tu es dans ce coin-là, ça va te faire une balade qui démarre de ce coin-là. Vraiment, une app assez sympa, quoi. Et donc, je cofonde ça avec un ami qui s'appelle Romain, qui a développé toute l'app, etc., un petit génie du code. Et moi, je me dis que pour avoir de l'acquisition, ça peut être sympa de faire justement une communauté. Et une communauté, encore une fois, j'essaie de la focaliser, de la cibler. Je fais une communauté autour des lieux atypiques sur Paris. Donc, je fais une communauté qui s'appelle lieux atypiques, partage, proposition, Paris, un truc comme ça, tu vois. Et donc, là, je la commence from scratch. Je fais sur Facebook parce qu'à l'époque, Facebook commence à être moins trending, mais c'est toujours assez trendy. Et surtout, Facebook... En gros, Facebook a un SEO de ouf. Donc, tu tapes lieu atypique Paris. Si tu as fait ton job, tu restes dans les premiers résultats. Donc, c'est incroyable en termes de funnel. Et pour le coup, les lieux atypiques, vu qu'on avait une audience à l'époque et une cible à l'époque qui était de 30 ans à 40 ans, ils étaient tous sur Facebook. Donc, on reste sur Facebook et on fait ce groupe-là. On le fait grossir.
Ce qui est assez cool, c'est que c'est un groupe assez facilement. Enfin, tu peux le faire grossir assez facilement parce que là, pour le coup, tu peux inviter tes potes. Tout le monde veut des lieux atypiques, tout le monde veut des petits spots cachés. Le Hmm. problème avec cette communauté, c'est que j'ai. En fait, pour alimenter ce genre de communauté, il faut que tu partages tes lieux atypiques. Sauf que les gens, ils ont pas envie de partager leurs lieux atypiques. Ils ont envie Ouais, c'est un de petit les secret. regarder. Ils ont envie de les garder, ils ont envie d'en découvrir des nouveaux, mais les gens ils sont radins avec ça. Et moi le premier, c'est-à-dire que moi je trouve un lieu atypique, flemme de le partager à 2000 personnes, tu vois. Par Bah, contre, ça devient plus un lieu pourquoi pas? atypique après, quoi. Exactement, tu vois. C'est plus un lieu mystérieux, atypique, secret, tu vois. Et moi, le premier, tu vois, moi j'ai trouvé des rooftops à Paris un peu secrets où tu rentres par un grenier public et t'arrives dans un rooftop face à Tour Eiffel. J'ai trouvé ça, moi, tu vois. Mais je l'ai pas partagé parce que déjà, de un, t'as pas envie qu'il y ait des gens, t'as pas envie que ça te retombe dessus s'il y a un problème en termes de responsabilité, t'as envie que ça soit ton petit secret de spot et voilà. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai mal mesuré, c'est qu'en fait, une communauté, si les gens ne vont pas l'alimenter, la communauté meurt. Donc, si tu Hmm. veux, c'était un peu, c'était deal breaker sur ça parce que les gens, bah, du coup, ils allaient pas l'alimenter. Et si moi, j'étais pas là à publier des lieux atypiques tous les jours, bah, il se passait rien. Tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps? Honnêtement, ça c'est chaud parce qu'en fait, quand t'es dans un produit, quand t'es dans un projet, t'es souvent biaisé et tu sors pas la tête de l'eau. Et du coup, je m'en Ouais. suis rendu compte limite a posteriori, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ça a pas marché ça? Et je me suis dit, alors c'est quoi ce lieu? C'est quoi cette communauté? Lieu atypique? Alors les gens, ils doivent partager lieu atypique, ils doivent les comprendre. Et pourquoi il y a personne qui partage lieu atypique? Pourquoi il y a 5 personnes en un mois qui ont partagé un lieu atypique et là ce mois-ci il y a zéro? Ah, mais en fait, les gens ils veulent juste pas partager leur lieu atypique, quoi. Et Hmm. tu vois, tu discutes avec les gens, tu dis. Enfin, voilà, c'est hyper sensé, mais quand t'es dans la tête dans le cambouis, ça peut être. Forcément. C'est compliqué à voir en fait, tu vois. Ouais, T'es ouais, je sur d'autres comprends. problématiques, quoi. Mm. Ok. Donc, premier fail de communauté, Mm. dû à en plus un secteur qui. T'étais revenu un peu sur un secteur du kiff. Et je trouve que secteur Ouais, du kiff, c'est souvent. C'est pas que c'est plus difficile, mais tu vas plus difficilement le monétiser, etc. ouais, bien sûr. Ok. Suite à cette communauté, il me semble que après, tu as rejoint The Secret Company, non? C'est à ce moment-là? Ouais, ouais, Ok. carrément. Mhm. Donc The Secret Company, donc boîte montée par quatre autres potes, que Mhm. des mecs, une belle équipe. Toi, t'es recruté entre guillemets, enfin t'es cofondateur de The Secret Company pour apporter justement ta vision création de communauté, le petit mec qui réfléchit complètement out of the box, non? Ouais, en gros, le contexte, c'est que moi, à l'époque, donc tu l'as dit, je me teste, je fais pas mal de projets, je fais pas mal de side business, de muse, comme mon associé Maxime Ah aime bien le oui. dire. Donc, et j'ai la folie un peu des muses et des side business, et je me dis, bon, j'en ai créé deux, trois qui crachent un peu d'argent, je vais faire la vision méta et je vais faire un espèce de labo de side business. Et donc, je crée une landing page, tu vois, qui s'appelle Side Founders. Et je me dis, ok, maintenant j'ai pas créé deux petits business, mais j'ai créé un labo de plein de business. Et je le fais surtout pour me rassurer moi-même en soi, tu vois, c'est vraiment le pire des choses à faire parce que vaut mieux focaliser sur un business et le faire grossir que se dire, vas-y, j'ai deux, trois petits trucs qui marchent et on va faire un truc beaucoup plus méta et là c'est stylé. Mm. Mais bon, à l'époque, t'as 19 ans, voilà, tu dis c'est stylé. Et en parallèle, je vois du coup ces potes-là, et notamment Maxime, qui monte aussi une Muse Factory. Donc on commence à échanger, on commence à discuter ensemble, on commence à bosser ensemble avec Maxime sur du freelancing au début. Et après, bah, du coup, gros fit humain avec Maxime et avec les trois autres copains, Dams, Robin et Pierre. Et on décide au lieu de faire chacun de notre côté une activité, de faire une certain crew et chacun Ouais, apporte trop plaisir. bah, de la valeur ajoutée, chacun est différent dans le crew, tu vois, Maxime ça va plus être les idées créatives, Blondie donc c'est Maxime, Panam ça va être plus être le côté un peu admin, gestion, automatisation. On a Adams et Robin qui sont à la fois sur le sales, à la fois sur la négociation, les relations à les gros tickets, etc. Donc on se complète énormément et on part sur une aventure, ça fait 3 ans maintenant où en fait bah, on fait un startup studio. Donc on co-crée chaque année des startups qui sont normalement qui ont vocation d'être ambitieuses, bootstrappées et ben, on met les mains on met les mains dans le cambouis avec les fondeurs Day One, donc à la fois pour créer des agences comme avec toi et My Name is Bond et à la fois Ouais. pour créer des tools, des SaaS, des apps.
Et effectivement, moi, ma place dans Secret Company, c'est plus une place de, voilà, je vais aider Day One, les fondeurs à trouver, valider leur produit market fit, trouver leurs premiers clients avec des petites techniques de pirate pour rapidement avoir une réponse du marché, et Mm. surtout trouver des canaux qui sont, on va dire, passif, duplicable et qui fonctionne à long terme. Et pas trouver 15 000 canaux, tu vois, et pas faire plein de techniques pirates, juste trouver les deux trois canaux qui fonctionnent. Et chaque boîte, tu te rends compte à la fin que chaque boîte, chaque startup a ces deux trois petits canaux et qu'elle a tout intérêt à forcer à être les meilleurs sur ces deux trois petits canaux, ces deux trois funnels, plutôt Et, qu'aller partout s'éparpiller, quoi. et justement, à ce sujet, comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que, je sais pas, dans ta tête, t'as déjà un peu une liste des différents canaux que tu connais, qui existent, que tu sais mettre en place et que par conséquent tu vas tester et en fonction de ces tests, tu dis OK, entre guillemets, all-in sur ces canaux-là? Ou est-ce que c'est vraiment plus, tu vois, plus enfin, est-ce que c'est plus ouais, ta créativité qui parle ou tu te dis OK, en fait, par rapport à ce sujet, j'ai une putain d'idée. Alors effectivement, après, tu lis au canal auquel tu pensais, mais enfin, je sais pas si tu as compris ma question. Tu vois très bien. Bah en fait, je vais pas te mentir, les premières années, c'est vraiment chaotique et c'est du test, c'est des gifles dans la gueule quand ça marche pas. Désolé pour la vulgarité, Ouais, mais ouais, c'est c'est ça. vrai. Et c'est en fait le seul secret, et c'est peut-être ma plus grande force, c'est qu'il faut être déterminé et être prêt à, si tu veux, à exécuter et à tester jusqu'à que vraiment tu aies une réponse positive du marché de tes gens et tes users et avoir l'intelligence de se dire, ok, c'est ce canal-là, c'est cette façon-là, et voilà. Aujourd'hui, après 3 ans, t'as des intuitions, donc tu as des choses où des types de projets, tu te dis, bah ouais, direct, il faut attaquer sur cet angle-là, sur ce positionnement-là, etc. Mhm. On essaye aussi de rendre les choses moins chaotiques en ayant des petites notes de notre côté pour faciliter ça. Mais la réalité, c'est que le lancement d'une boîte et le go-to-market, la grosse, encore plus, c'est chaotique. Il faut être juste prêt à mettre les mains dans le cambouis, tester des choses et avoir l'intelligence d'être radical aussi. Quand il y a un truc qui marche pas, tu coupes. Quand il y a un truc qui fonctionne, tu te focalises. Et voilà. J'avoue, c'est un bon point. On a tendance souvent à oublier que, enfin, tu vois, on se dit, étant donné que tu es peut-être déjà passé par là, tu sais comment est-ce que ça fonctionne et tu as juste, entre guillemets, à dupliquer la chose. Or, les process, enfin, je pense que chaque process est différent en fonction de la boîte que tu as, déjà de par le positionnement que tu vas avoir, de par le produit ou service que tu vas proposer et surtout la cible à qui tu t'adresses, quoi. Ouais, ouais, et vraiment le challenge il est double parce que tu vois, dans un premier temps, il faut être prêt à être un peu hands-on, à tester pas mal de choses, à faire pas mal d'actions un peu gross, hacking, etc. Mais il faut pas que tu restes enfermé sur ça, tu vois. Être un bon gross, c'est pas faire plein de petites stratégies tous les jours, des nouvelles stratégies, faire des petits hacks, être un bon gross, c'est avoir l'intelligence au début de tester pas mal de petites choses en étant d'être orienté sur des stratégies qui peuvent être le plus pertinentes. Déjà avoir un petit filtre à l'entrée et Mhm. surtout comprendre assez rapidement en étant data-driven, tu vois, ce qui marche et ce qui peut marcher et focaliser dessus, tu vois, genre la grosse, on te la présente souvent en mode, justement, t'es un pirate, tu testes plein de trucs, tu fais plein de trucs Ouais. par-ci par-là et ça ramène des gens. Non, en vrai, tu testes au début, t'as déjà un filtre d'entrée et à la fin, tu as deux, trois canaux qui se débarquent et tu te focalises sur ça. Tu vois, moi, il y a beaucoup de boîtes au final on a testé plein de stratégies et aujourd'hui, elles dépendent de deux sources d'acquisition qui sont qui sont pérennes, qui fonctionnent bien, tu vois. Ouais, je trouve que c'est un bon point, effectivement. Ok. Mm. Et d'ailleurs, petite question donc par rapport à à ton parcours et le fait que tu aies rejoint The Secret Company. Jusqu'à présent, tu étais, j'allais dire, tu étais solitaire, mais même pas parce qu'en fait, tu étais souvent avec un crew, etc. Mais Mhm. concrètement, toi, ça a changé quoi justement de rejoindre The Secret Company? Ouais, en soi, c'est vrai que j'ai quand même bossé avec deux, trois cofondateurs dans ma vie, mais souvent tout seul quand même. Et c'est d'ailleurs une des grosses raisons Mm. qui a fait que pour moi, c'était encore plus naturel de rejoindre The Secret Company et de cofonder ça avec mes quatre potes. Il y avait effectivement le fait qu'on s'apprécie tous, on se valorise tous, on a tous cette complémentarité, mais le fait de se dire qu'on s'entend bien et on vit cette aventure ensemble, ça peut paraître bullshit, mais ça compte énormément dans la balance. Et donc, ce qui Ouais. a changé, c'est vraiment un nouveau prisme en fait, entre entreprendre tout seul et entreprendre en étant 5 personnes, en vivant ensemble, en écoloc ensemble, en faisant des projets qui sont complètement divers, mais en s'apportant de la valeur ensemble. En vrai, t'as
ta relation avec l'entrepreneuriat, ta relation avec monter des boîtes et les faire grossir, c'est complètement différent. En fait, c'est plus un jeu à la fin. Quand tu es tout seul, tu vois, c'est pas fun. En vrai, personne joue la PlayStation Ouais. en jeu en solo maintenant. Ils jouent tous en multiplayer, tu vois. Bah, Mm. aujourd'hui, quand tu crées une boîte avec plusieurs associés, c'est un peu la même relation. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une logique multiplayer. Chacun s'entraide, chacun s'apporte la valeur. Chacun aussi sa zone de génie où ben, on le laisse tranquille. Et c'est cool. Franchement, c'est plutôt l'ouverture et vraiment, c'est un autre game. Tout le monde ne peut pas aimer. Hein. Il y a beaucoup d'indie makers, de développeurs, de builders qui aiment build alone, tout seul. Mais pour le coup, moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez sauvage, etc. Mais ce format-là justement me fait sortir un peu de ma zone de confort et me permet, tu vois, de réussir des choses que j'aurais jamais réussi tout seul, tu vois. Donc, vraiment, Mm. je Ouais, et puis recommande. de toute façon, c'est assez hybride comme manière de faire. Mais ouais, j'adore l'approche que vous avez et ce truc, tu vois, où en fait vous essayez un peu de tout gamifier. Je trouve que c'est challengeant et en fait, ouais, c'est ça, la vie est un jeu, Hmm, l'entrepreneuriat est un jeu et tu vois, ton objectif c'est d'atteindre certains niveaux au fur et à mesure, de sortir de des ouf. cartes Joker au bon moment, etc. Donc, Ouais, ouais. c'est vraiment ça. Hein. J'aime bien, ouais, ouais, vous êtes... en fait, ouais, je crois qu'à un moment donné, vous aviez un positionnement avec The Secret Company à dire bah, justement que on a tous un super pouvoir, on est tous Avengers en nous, et c'est juste qu'il faut Mhm, réussir à trouver justement ce super pouvoir, et d'une certaine manière, vous étiez exactement. aussi là pour pousser des idées, pour trouver les bons entrepreneurs, Ouais, etc. ouais, c'est ça. En fait, nous, dans cette baseline-là, on dit plus que les gens avec qui on travaille, notamment par exemple toi, ont ce secret power ou ces secret power qui nécessitent d'être un peu boostés pour être révélés, tu vois. Hmm. Et nous, c'est plus dans cette logique-là, on va identifier ça assez facilement parce on flaire une certaine intuition avec le temps. Et on va le mettre au profit d'un business ambitieux et qui fonctionne, tu vois. Et Oui, tout le monde, entre guillemets, peut avoir ce secret power. Après, ça dépend aussi ce que tu vas en faire, tu vois. oui, forcément. Mhm. Ok. Euh, donc, quand tu es chez The Secret Company, bon, tu as accompagné pas mal de boîtes, tu as vachement mis la main à la pâte. Et toujours dans cette vision et cette envie de créer des communautés, vous avez tenté de créer une certaine communauté, notamment autour des muses. Alors, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que tu Mhm. peux nous réexpliquer ce qu'est une muse pour peut-être ceux qui ne Mhm. savent pas? Une muse, du coup, c'est un business, mais qui a pour vocation d'être le plus passif possible, qui prend le moins de charge mentale possible. Donc, à la fois en termes de temps, mais même en termes d'ambition et de feeling, tu développes une muse pour que ça soit vraiment quelque chose qui travaille pour toi, quelque chose qui te ramène bah, du leverage, donc financier. Ça peut être une muse aussi qui te ramène du leverage en termes d'opportunités, de contacts, etc. Mais qui ne Hmm. voit pas te donner énormément d'énergie, faire quelque chose d'ambitieux, etc. Une muse, c'est comme un side business, comme un business un peu que tu fais sur le côté. Et Mhm. voilà, le but d'une muse, du coup, c'est de le rendre le plus passif possible et le plus, on va dire, automatisé possible. Nous, en fait, on aime bien ce concept de muse parce que quand on a commencé jusqu'à compagnie, on a vu et on a cofondé deux types de boîtes. Certaines boîtes donc, devenaient des boîtes ambitieuses, grossissaient en termes de crew, allaient chercher des objectifs toujours plus gros chaque mois. Et d'autres boîtes bah, décidaient en fait par choix de s'orienter plus vers une muse. Et du coup, ben, on a cofondé des boîtes qui sont donc, enfin, on a cofondé des muses et on a cofondé des boîtes. Par exemple, CoMaker, mon agence productivisée qui vendait des scripts informatiques, c'était une muse. Pourquoi? Parce que mon ambition, c'était pas de créer euh, une boîte, un SaaS, un produit ou une agence de service très ambitieuse. Mon Hmm. ambition, c'était de pouvoir aller me balader tranquillement pendant que je vende des scripts informatiques en passif, d'éviter le moins de travail possible, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre du service, je vendais des scripts, donc un fichier zip que tu téléchargeais. Et j'avais pas pour ambition d'aller chercher des chiffres de fou. Moi, aller chercher les 2 000 € de profit par mois, ça m'allait très bien. Donc c'était cette muse. Et dans l'équipe, on a tous fait plus ou moins des muses.
Par exemple, mon associé Maxime faisait un type de muse qui est assez intéressant, c'est tu développes des sites satellites un peu marketplace fictive, comme 1001 Food Truck ou une salle à Paris. Tu fais un site qui est ultra optimisé niveau SEO, donc qui est très présent sur Google pour pas mal de recherches. Tu récupères des leads, donc de potentiels prospects sur ta niche. Par exemple, si tu fais un site qui s'appelle 1001 Food Truck pour de la location de food truck, tu récupères des gens qui remplissent des formulaires pour leur food truck et tu renvoies ces leads à des prestataires de food truck. Ils vendent ou ils louent leur food truck et tu prends une commission. C'est une autre type de muse. Et donc mon associé Maxime était très très hypé aussi par les muses. Et donc nous on a toujours donné pas mal de conseils sur justement ce type de business muse. Et on s'est dit un jour bah ça serait cool au lieu de se répéter tous les jours de faire de mettre à l'écrit tout ce qu'on a, de mettre en vidéo tout ce qu'on a et au lieu de pas savoir quoi répondre quand on nous demande, enfin pas savoir, au lieu de se répéter à chaque fois qu'on nous demande est-ce qu'on va faire ça, on envoie ce lien de ressources et let's go. Et donc on a commencé à faire ça et puis on s'est dit qu'au final ça serait bien quand même de le mettre sous forme de formation parce que ça créerait de l'initiative et du skin in the game pour les gens qui veulent créer des muses. C'est-à-dire que tu vois une formation, tu regardes des ressources sur comment créer une muse. Si tu as investi de l'argent personnellement, si tu as investi ton temps personnellement, tu vas avoir beaucoup plus de skin in the game et tu vas avoir beaucoup plus de chances de créer quelque chose qui marche. Et nous, notre but, c'était aussi que les gens créent quelque chose qui marche parce que pour nous, c'était un moyen d'identifier des entrepreneurs pour le startup studio qui pouvaient créer des boîtes ambitieuses dans le futur, tu vois. Et donc au début, c'était plus dans cette optique-là qu'on a créé donc la formation Secrets pour les muses. C'était donc arrêter de se répéter et pouvoir avoir du skin in the game des futurs fondeurs qui pourraient être dans quelle compagnie. Donc on s'est dit allons créer une communauté autour de ça et donc on a créé encore une fois un groupe Facebook parce que la cible pareil la trentaine présent sur Facebook en termes de SEO c'est incroyable Facebook et on a créé un groupe qui s'appelle créer sa muse profit passif un truc comme ça et voilà donc on l'a grossi. Le petit learnings de ça c'est que en fait je pense qu'avec du recul la formation, on l'a pas créé pour que ça soit quelque chose. On l'a pas créé pour que ça soit une muse justement. On l'a pas créé pour que ça soit un business. On l'a créé pour délivrer de la valeur sans avoir à se répéter et pour trouver des talents. Et du coup, on n'a pas fait les bons choix pour créer justement quelque chose qui aurait pu être le meilleur sur le marché. On n'a pas fait des bons choix marketing et positionnement qui fait qu'on aurait pu être la formation de référence pour créer sa muse. Et de manière générale, une muse, c'est super vague. C'est-à-dire que tu peux créer une muse en faisant un site satellite, tu peux créer une muse en faisant une application mobile, tu peux créer une muse en faisant un e-commerce. Et donc le fait d'avoir, si tu veux, un positionnement pas très focus et un peu large, ça a été très compliqué pour nous de fédérer une communauté parce que quelqu'un qui veut créer une muse, c'est cool, il y en a beaucoup. Mais si le mec il veut créer une muse en e-commerce, il a tout intérêt à rejoindre une communauté d'experts e-commerce plutôt qu'une communauté générale sur les muses. Quelqu'un qui veut créer une muse sur les apps mobiles, il a tout intérêt à rejoindre une communauté sur les apps mobiles plutôt que sur les muses générales, tu vois. Et donc c'était ce t'as pas les mêmes focus, problématiques. encore une fois, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que je disais, ce qui a fail dans... c'est pas vraiment la même chose qui a fail dans la communauté de l'UAtypique, parce que là c'est à un autre degré, mais ça rejoint sur le point de learning que j'avais appris quand j'ai fait la communauté des scripts informatiques, c'est qu'il faut être focalisé. Tu fais une communauté sur créer application mobile facilement, ça marche pas. Tu fais une communauté sur créer une application social media en une semaine en hybride, ça marche un peu mieux. Après, tu as des choses derrière. Nous, on était un peu trop large, donc les learnings, c'est vraiment le positionnement, quoi. Ok, donc cette formation, elle vous a plutôt aidé à travailler votre brand, à être repéré un peu dans l'entrepreneuriat comme étant une boîte limite qui fait un peu de tout, ce qui est un peu le cas parce qu'au final, The Secret Company, vous accompagnez des marques e-commerce, vous accompagnez des agences, vous accompagnez des boîtes qui sont dans le Web3, enfin vous avez vraiment un portfolio qui est divers. D'ailleurs, dans ce portfolio, donc suite à cette création de communauté, je crois que c'est plus ou moins à ce moment-là que vous avez intégré un projet qui était en rapport avec le Web3 parce que jusqu'à présent, et arrête-moi si je me trompe, vous aviez plutôt développé donc des boîtes qui étaient soit dans le e-commerce, soit qui étaient plutôt typologie agence. Alors même si c'était au début certaines des agences qui avaient pour vocation à être limite une muse parce que voilà, automatisation, etc. Il s'avère que c'est devenu toutes des agences. Et donc à ce moment-là, vous avez également intégré et créé un nouveau projet en rapport avec le Web3.
Alors, oui et non. Ah, Donc nous, on n'a pas fait que du service et de l'e-com, c'est pas bien, t'as pas fait tes devoirs. Mais non, en gros, on a fait quand même, tu vois, on a cofondé un studio d'app Shopify, on a cofondé des SaaS, on a cofondé un studio d'app mobile, donc on a fait quand même pas mal de produits. Mais si je mhm, peux définir un peu notre thèse, on n'a pas une thèse, tu vois, focus sur un type de business, un type de secteur, etc., comme d'autres startup studios peuvent avoir. Mais nous, notre thèse, mhm, elle est un type d'entrepreneur, si tu veux. Nous, c'est un jeu d'humain, c'est-à-dire qu'on va pas aller, quand on cofonde des boîtes avec The Secret Company, on cofonde des boîtes à la suite d'une rencontre ou à la suite d'un fit potentiel avec le bon entrepreneur ou les bons entrepreneurs, parce que souvent il y en a plusieurs. Et c'est ce fit humain qui est notre framework, si tu veux, de sélection et de montage de boîte. C'est-à-dire qu'on peut effectivement à la fois monter une boîte dans les apps mobiles et à la fois monter une boîte dans une agence d'accompagnement e-commerçant. Mais enfin, ce qui fait que c'est similaire, c'est les founders derrière et leur mhm. spirit et leur façon de réfléchir et leur mindset, tu vois. Donc, et au final, si on met tous les founders de l'écosystème de Scale Company ensemble, ils s'entendent tous bien, ils font tous la fête ensemble, ils sont tous potes parce que justement, ils ont tous ce petite chose qu'ils n'avaient pas forcément vu et que nous, on identifie, tu vois. Donc ça, c'est Mhm. vraiment ce qui fait qu'on est quand même un peu focus sur notre sélection et comment on déboîte sur quelle compagnie. Et effectivement, on est arrivé dans le Web3, dans la crypto. On est arrivé en 2021. Moi, j'ai rencontré un founder qui s'appelle Sacha Marcus. Je l'ai rencontré quand il avait 15 ans. Donc, je l'ai rencontré quand il avait 15 ans sur Fiverr. Moi, je cherchais à faire un bot sur Twitter et lui, il était freelance dessus. C'est rare de voir des Français sur Fiverr et c'est rare de voir des Français qui sont tout jeunes sur Fiverr. Quand j'ai Oui. vu sa photo et que j'ai vu que c'était un lycéen, et j'ai direct fait ah ouais. En plus de ça, il était français. Et en plus de ça, quand il a pris ma mission et qu'il a validé le montant, il m'a dit ok, juste pour te prévenir, je sais pas du tout faire ta mission, mais vu que tu as payé et que j'ai que 3 jours pour la faire, je la ferai, ça sera fait en temps. Donc moi, ce spirit, j'adore. Tu vois, c'est le spirit un peu Make it pirate, until tu you vois. make it. Ouais, exactement, tu vois. Mais ils se donnent les moyens. Et on parle de code, tu vois, bot un peu Ouais. complexe, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc depuis ce moment-là, moi je l'ai harcelé, ce garçon. Je lui ai dit, mec, on peut être game changer pour toi. On en parlait hier, il était à l'appart. Il disait, le premier souvenir que j'ai de toi, Julien, c'est que tu m'as dit que t'allais être game changer pour moi. Et donc, Et ça a et été le donc cas finalement. bah écoute, je pense que sa vie a bien évolué dans un sens qui lui plaît, donc tant mieux. On verra si c'est game changer au final, mais c'est cool quand même. Et donc ce garçon-là, ben, on a monté un projet avec lui crypto qui s'appelle StaceFU, qui était un scanner crypto qui permettait de copier-coller un smart contract crypto et d'avoir une analyse de sécurité. On l'a monté de Mhm. 0 à 2 millions d'utilisateurs en 5 mois sans marketing payant, qui avait des techniques de growth, de product growth et un peu du growth hacking. Et on a cofondé quelque chose de beaucoup plus ambitieux à la suite parce que bon, c'était quand même assez niché, un scanner crypto sur la BSC. Et par On a rapport cofondé à ce Modular. par rapport à ce Mhm. projet-là, Mhm. on parle d'utilisateurs. Est-ce que on peut parler de communauté? Ouais, bien sûr. Bah, alors, ce qui est cool, c'est que tous les projets crypto Web3 ont vraiment standardisé cette notion de communauté. Aujourd'hui, si tu lances un projet avec un token, avec une communauté, enfin avec un usage derrière qui nécessite bah, justement des users, etc., c'est un standard d'avoir une communauté. Alors, des fois, tu as une communauté qui est là juste pour la spéculation et juste pour le token et juste pour l'investissement. Et des fois, tu as Mm. une communauté qui est là vraiment pour les bonnes raisons, pour la vision, la mission ou le produit. Des fois, c'est un peu des deux. Les projets Web3 qui ont un token, tu as souvent les deux. De la même façon où aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à Total, la moitié s'intéressent pour l'action et son investissement, bah, d'autres personnes s'y intéressent par son utility. Bah, aujourd'hui, c'est pareil pour les projets Web3 et crypto. Et donc, on avait une communauté, on avait un groupe Telegram, on avait un compte Twitter. Et ben, sur la crypto, dans le Web3, c'est très sur Telegram. Alors, c'est un réseau assez Mm. particulier, beaucoup plus libre. C'est un peu la jungle des fois, c'est assez marrant. Mais voilà, on a créé une communauté qui est montée de 0 à 4 000 personnes. On avait Ouais. beaucoup d'investisseurs quand même, on va pas se mentir, hein. Mais si tu veux, cette communauté a continué à perdurer. Il y a encore des gens qui sont dessus, qui sont actifs, parce qu'il y a une utilité derrière le projet. Il y a des gens qui sont Mm. vraiment là pour ben, le scanner, pour son utilité, etc.
Mais voilà, et du coup, après Stay Safe, on est passé à Mobula. Et Mobula, pour le coup, la communauté a été un gros challenge et un des canaux d'acquisition numéro un de ce tool-là. Pour t'expliquer, Mobula, c'est un crypto-agrégateur décentralisé. Donc, je ne sais pas ton degré de connaissance dans la crypto, mais pour t'expliquer, pour te contextualiser, le premier site le plus visité dans la crypto au monde, c'est CoinMarketCap. C'est un Ouais. agrégateur de crypto. En Mhm. gros, tu vas sur le site et tu vois l'état du marché Toutes les crypto cryptos. Ouais. actuel, toutes les cryptos, leur prix, leur volume, leur trading, etc. Mais ce type de plateforme, ce type de crypto-agrégateurs, les plus gros, sont centralisés, sont web de build et sont limités. Donc centralisés parce qu'ils sont, en fait, ils ont été achetés par des exchanges centralisés. Par exemple, CoinMarketCap a été acheté par Binance. Donc tu imagines Mhm. bien le conflit d'intérêts et les biais. Ouais. Ils sont web de build parce qu'ils ont été créés en 2014. À l'époque, il n'y avait pas les smart contracts, il n'y avait pas les pools de liquidité décentralisés. Donc, si tu veux, c'est des connexions avec des API d'exchange centralisés. C'est des connexions avec ton email, ton sign-up, des données qu'ils ont récupérées. Enfin, Ouais. tout sauf Web3 build. Mhm. Et limité parce qu'en fait, tu peux pas acheter in-app. Ils te redirigent vers leur lien d'affiliation horrible. Tu peux pas synchroniser tes wallets. Donc, aujourd'hui, tout le monde, enfin en tout cas la majorité des users qui sont dans le Web3 ont un wallet maintenant associé à leur crypto non custodial, mais tu peux pas le connecter, tu peux pas avoir tes assets, etc. Et donc, si tu veux, nous on s'est dit, il y a un beau momentum, c'est le bon moment de créer une solution décentralisée, trustless, c'est-à-dire que elle dépend de la blockchain et du coup, t'as un degré de confiance, t'as même pas besoin de t'interroger. Il y avait d'autres acteurs qui commençaient à essayer de faire, si tu veux, des solutions indépendantes, d'autres concurrents qui se disaient justement, nous on n'est pas associé à une boîte, etc. Mais il y a zéro acteur qui ont fait l'exercice entier, qui ont pris le problème à l'envers. Nous, en fait, on a réinventé la méthode et la façon d'agréger des Mhm. données concernant les assets, concernant les cryptos, etc. Et de vérifier ces données et de les émettre et de les broadcast sur le site. Donc, on a fait un protocole d'agrégation de données de crypto décentralisé. Et une fois que ce protocole était fait, la V1 a mis 2 mois à être fait, justement codé principalement par Sacha. On a créé notre front-end, on a créé notre app et donc on a créé notre crypto-agrégateur décentralisé. Et aujourd'hui, il y a 70 000 personnes qui l'utilisent chaque mois avec zéro budget marketing payant. Et ça fait 8 mois que la plateforme est live avec, en bêta. Donc voilà. C'est ouf. Enfin, c'est des chiffres de malade. Et comment est-ce que vous avez réussi justement à créer cette communauté autour de la crypto, autour du Web3? Parce que, alors là, tu nous as raconté donc toutes les communautés que tu as pu créer concrètement, parce que là, c'est pas une communauté où le fondateur se met en avant. Enfin, tu vois, il n'y a pas trop de personal branding qui est pris en compte. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu es obligé de te démarquer différemment. Concrètement, et si tu veux bien en parler, vous avez mis quoi en place et qu'est-ce que vous avez testé qui potentiellement n'a pas marché et qu'est-ce qui vous a ramené le plus de trafic? Ce qui est super intéressant déjà, c'est qu'on a commencé par la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de produit avant d'avoir une communauté engagée. On n'a pas créé même de mock-up avant d'avoir une communauté. On a commencé avec un mouvement. On a créé un mouvement autour de l'idée de créer une alternative à CoinMarketCap. On a réuni des gens sur un Telegram. On a créé un Discord. Et on a grossi cette communauté autour du mouvement. Et donc ça, c'est intéressant et c'est ce que je recommande à beaucoup de projets Web3 parce qu'ils peuvent se le permettre. Parce que si tu veux, quand tu es Web3 et tu fais un projet à vocation d'être build par la communauté, own par la communauté, etc., tu peux créer ce sentiment d'appartenance encore plus fort et donc tu peux avoir cette communauté encore plus engagée. Et donc nous, on a créé ce mouvement, on a dit qu'on voulait le créer avec la communauté, qu'on voulait créer ça avec les users et directement, on a eu des gens qui ont rejoint, des gens qui ont partagé le Discord et le Telegram et Hmm. les gens ont rejoint la communauté pour le mouvement, pour le fait de créer une alternative à ces acteurs centralisés qui rendent l'expérience horrible, qui rendent les données souvent biaisées. Et donc voilà, on a créé cette communauté avant de créer le produit. Et ce qui a été intéressant avec Mobula, c'est qu'en plus de créer cette communauté avant de créer le produit, une fois qu'on a créé le produit, donc on avait la communauté, on a Mhm. co-build le produit avec la communauté. Et donc le sentiment d'appartenance et Ouais, l'engagement des gens dans cette communauté, c'est il est fou. incroyable en fait. Hmm. Il est fou parce qu'en fait tu crées avec eux, tu les consultes, tu mets en action leur idée à la majorité, tu proposes des updates, tu fais des calls d'assemblée. C'est vraiment en fait comme si tu avais tes actionnaires au bord de la table, sauf qu'il y en a 5 000 et que via la blockchain,
tu arrives à faire quelque chose de carré et de pas trop chaotique en fait. Parce que si tu veux, tu peux mettre en place un système de token qui va donner une voix, etc. Et donc, on va pas entrer dans les détails, mais tu es capable avec des process de Web3, si tu veux, d'avoir quelque chose qui est justement processisé. Et donc voilà, on a co-créé ça avec eux et aujourd'hui on a une communauté super engagée. Nos tweets sont beaucoup plus performants que nos concurrents qui sont là depuis 10 ans, enfin 5 ans, depuis 2014, remarque, ouais, 10 ans quasiment. On Ouais, ouais. a, ouais, ils sont là depuis longtemps. Devant. On a, et c'est un gros facteur. Là, on le voit à chaque fois qu'on a des tweets, à chaque fois qu'on a des mouvements qui sollicitent la communauté, on a des pics de growth, on a des pics d'acquisition monstrueux, tu vois. Et c'est hyper Mais intéressant. au-delà de la machine et du process incroyable que vous avez créé, je trouve, et surtout dans le Web3, que tu vois, le fait de créer une communauté fait que vous êtes vachement plus légitime et tu as tu vois, cette confiance que les utilisateurs vont avoir envers toi parce qu'en fait, enfin, tu dis, OK, c'est une relation full transparente, tu vois, chose Bien sûr. qui était à l'époque très rare, voire quasi inexistante, et qui l'est de plus en plus aujourd'hui. Mais effectivement, dans ce secteur Fort. d'activité, et tu l'as très bien expliqué, c'est ce qui fait, je pense, la différence aujourd'hui, quoi. Fort. En fait, on parle beaucoup des communautés pour du leverage, certes, mais les communautés, quand tu t'y prends avant de créer ton produit, c'est un super outil pour savoir si tu vas dans la bonne direction niveau Ouais. produit, niveau offre. C'est-à-dire que si tu fais une communauté autour d'une vision, d'une mission qui intéresse personne, personne va rejoindre, t'arrêtes. Mm. Si tu fais pas cet exercice-là, tu crées ton produit, tu fais tes réseaux, tu mets de l'investissement, et au final, personne n'est intéressé. Donc c'est toujours, la communauté, c'est vraiment une brique qui va t'aider à, si tu veux, aller direct sur le go-to-market et qui va Mm. te donner des bons réflexes parce que tu seras confronté à la communauté. Tu sais, on te dit souvent, va prendre des feedbacks de tes users, va te confronter au marché. Ben, tu fais une communauté, tu as tout ça en une seule fois en fait. Parce que, Ouais. si tu n'arrives pas à pitcher ta vision et ta mission pour faire rejoindre des gens, bah, ça veut dire qu'il y a un problème, elle est pas assez Mm. forte. Deux, si les gens ils rejoignent et qu'ils te disent, ouais, c'est de la merde votre produit ou moi j'aurais pas fait ça comme ça, etc., ben, au moins tu as des feedbacks. Et trois, tu as des gens qui sont là pour donner de la force à chaque opération. Nous, à Mm. chaque fois, on fait un tweet, on a 20 000 vues comme ça, parce que on sait que la communauté va être présente pour relayer les messages, etc. Et donc ça, c'est super important parce que tu récupères du leverage de partout, tu co-crées ça avec les gens, et c'est sympa, tu vois, c'est pas le genre de stratégie où c'est pénible. Non, tu es avec des gens, tu discutes avec des gens, tu fais des affinités. Tous les gens de la team de Mobula aujourd'hui, en tout cas la majorité, je ne vais pas dire tous parce qu'il y en a qui ne sont pas de là, mais il y a la majorité des gens de la core team de Mobula aujourd'hui qui sortent de la communauté, qu'on a rencontrés dans la communauté. C'est-à-dire c'est des gens qu'on a rencontrés sans les voir physiquement, sans les voir en vrai, etc., qui n'étaient même pas Mm. doxés, on ne connaissait même pas leur identité au début, et on a commencé à bosser de plus en plus avec eux, et on a créé une core team autour de ça. Et ça c'est magnifique parce qu'en fait, même en termes de recherche de talent, tu as des gens qui rejoignent et qui comprennent ta vision et ta mission, alors que tu as des entreprises, elles bataillent pendant des années avec Ouais. des salariés, avec des employés pour essayer de leur faire comprendre l'importance de leur mission et de leur vision pour les incentiver. Là, tu as des gens qui sont là pour toi et qui te demandent à bosser pour toi. On a des gens qui ont bossé gratuitement et qui ensuite sont devenus membres de la core team avec effectivement maintenant une compensation. Mais c'est quand même fou, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est le pouvoir des communautés, hein, clairement. Je trouve ça hyper Mm. intéressant et te dire que, ouais, effectivement, bon, alors, souvent, c'est quelque chose qui, c'est un impact que tu réalises aussi sur du long terme, tu vois, où tu dis, ah ouais, en fait, tu sors un peu la tête de l'eau et tu dis, ah ouais, ok, j'ai réussi à construire tout ça. Et après, tu as des gens effectivement qui te contactent, etc. Donc, ouais, en fait, créer une Mm. communauté, c'est un leverage pour l'acquisition en tant que telle, en termes d'utilisateurs, en termes de clients, mais aussi d'un point de vue recrutement, recherche de nouveaux talents. Ouais, Et ouais, c'est c'est ça. hyper puissant. Et ça marche très bien, ce genre de point, quand tu fais une communauté associée du coup à ta marque, ton branding. Ça marche un peu moins quand tu fais une shadow community. Donc shadow Ouais. community, c'est vraiment une communauté où tu vas pas te mettre en avant, etc. Mais les shadow community, franchement, je conseille fort. Pour Mobula, on a notre grosse communauté, mais tu tapes Solidity Developer Community sur Google. Le deuxième lien, c'est un groupe Facebook, Solidity Developer Community, c'est le nôtre. Et pourquoi? Parce que en gros, c'est une shadow community qu'on a co-créée, qui nous permet d'avoir des développeurs qui découvrent Mobula, Hmm. etc., qui passent aussi complètement à Mobula, mais qui ramènent des gens. Donc les deux sont intéressants, tu vois. Mais est-ce que c'est un terme qui est vachement recherché? De Solidity Developer Community?
Ouais. Ben, en fait, c'est très niché, mais les gens qui sont là, tu as 18 000 personnes sur le groupe, c'est des gens qui vont Ah ouais, ok, build quand dans même. ton écosystème. 18 000, tu vois, il n'y a pas 10 Ouais, ouais, personnes, non, quoi. c'est pas rien. Ouais. Solidity Developer, en gros, c'est le langage Solidity principal qui est utilisé dans les blockchains. Derrière, en fait, les gens qui sont là, tu peux en avoir 100, tu peux en avoir 10. C'est des gens qui vont connaître ton écosystème et qui vont vouloir build en utilisant tes API. C'est des gens qui vont vouloir build en utilisant tes widgets. Mm. C'est des gens qui vont te faire de la croissance gratuitement. Quand je dis TCFU, on est passé de 0 à 2 millions sans rien faire. On a fait quoi? On a lancé une API, on a lancé des widgets, on a commercialisé ça gratuitement, c'est-à-dire on les a mis sur le marché gratuitement, mais on les a distribués. Eux, on a été intégrés dans les plus gros tools de DeFi, DexScreener, DexTool, etc. Et ils nous ont fait le marketing gratuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois Ouais. qu'ils tapaient un token, il y avait le petit widget, il y a encore le petit widget TCFU. Hop, les gens ils cliquent dessus pour en savoir plus. Hop, ça nous fait un user en plus, ça l'engage et puis voilà. Magnifique. Et j'ai ok, 3 questions que je veux te poser. La première, donc là, par rapport à tout ce que tu nous as dit, par rapport à tout le parcours que tu as eu, euh, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier? Je pense que le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir trouvé euh, Sacha, parce que c'est vraiment, c'est rare de trouver un humain avec qui on va créer un projet et s'investir autant, et c'est rare de participer à autant de moments de la vie d'un entrepreneur. Et Hmm. moi, ça a été vraiment le poulain que j'ai trouvé, que j'ai accompagné et qu'aujourd'hui je suis en train de laisser s'envoler tout seul, entre guillemets. Et j'ai une histoire particulière avec cet entrepreneur, mais j'espère en avoir d'autres avec d'autres entrepreneurs dans le futur. C'est mon métier. Mais ça a été mon vraiment premier réel où l'aventure était aussi forte. Je l'ai émancipé, tu vois, donc c'est quand même assez, c'est quand Ouais, même bien assez sûr. important. Donc c'est vraiment, et je suis très fier parce qu'en fait, ça a vraiment été dans le sens où on voulait avoir ce sens-là avec Jusqu'à compagnie. Maxime, mon associé, avait eu ce genre de relation avec d'autres entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables dans notre écosystème. C'était vraiment ma target en fait de 2021-2022, c'était vraiment d'arriver à essayer de reproduire ça et ça s'est bien passé et je suis assez content du résultat. Donc vraiment, c'est plutôt la fierté humaine d'avoir su sentir quelque chose dans quelqu'un et l'avoir Hmm. amené jusqu'à où ça en est aujourd'hui. C'est plutôt cette Ouais, fierté-là. d'avoir concrétisé la chose. Ok. Hmm. Et si demain tu devais créer une communauté de zéro, tu t'y prendrais comment? Bah, déjà, j'essaierai de comprendre où c'est que ces gens-là ils sont. Donc, en fonction du projet que je veux faire, où c'est qu'ils sont. Tu vois, c'est plus intéressant. Tu veux faire une communauté qui target des gens qui ont, je sais pas, entre 30 et 40 ans. Tu sais qu'ils sont sur Facebook, mais est-ce que c'est pertinent? Donc, vraiment, essayer d'aller où ils sont parce que c'est plus facile de rediriger des gens dans une source, dans un endroit où ils sont déjà présents, tu vois, plutôt que les faire venir. Aujourd'hui, tu fais une communauté autour, je sais pas moi, des produits pour enfants, tu vas pas faire un groupe Telegram, tu vois, les mamans, elles ont pas Telegram, tu vois. Après, c'est Hmm. peut-être un cliché, mais dans ma tête, elles ont pas ça. Il faut checker ça plus en détail. Oui. Mais voilà, aller où ils sont. Deuxième question et deuxième point que je verrai, c'est voir sur quel angle je les réunis. Est-ce que je les réunis sur la problématique? Est-ce que je les réunis sur la brand? C'est deux choses différentes. Tu fais un produit pour les nourrissons. La problématique, ça va être, je sais pas, nouvelle maman, comment s'habituer. Tu fais Hmm. un produit sur les nourrissons. Tu vas faire une brand forte autour de ça, des NBV, marque française, etc. Tu vas faire une communauté autour de ta brand, etc. Et troisième point, je définirai quel est mon but dans cette communauté et comment elle s'alimente toute seule. Est-ce que mon but c'est justement que les mamans reçoivent des conseils dans cet exemple-là et que du coup il y ait du partage de conseils entre mamans, etc. Comment on fait en sorte qu'il y ait ce partage de mamans et que ça soit auto-alimenté, etc. Et donc vraiment je définirai vraiment comment on fait en sorte que ce groupe il vive tout seul. Tu vois, c'est les trois grosses étapes. Ok, très clair. Et dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un à prendre la parole justement sur ce podcast pour parler communauté, médias, t'inviterais qui? Hum, franchement, je sais pas si ça te plairait, mais moi j'ai un copain qui est pas du tout dox, c'est-à-dire qu'il te donnera jamais son identité, etc. Mais il a fait des grosses communautés de investisseurs crypto, etc. Mais si tu veux, c'est super intéressant parce que c'est ultra niché,
ultra... les gens ne Shadow. connaissent pas ce milieu-là. Ultra shadow, ultra léché et ultra pirate. Et il est passé d'une communauté de 0 à 40 000 personnes en secret. Il a jamais donné son identité. Il a jamais fait de marketing payant. Il a juste tryhard, etc. Et si tu veux, je peux t'introduire ce genre de guest. Moi, j'aime bien Énorme. les... Tu vois, ça Ah ouais, change je un suis peu trop des communautés. chaude. Et lui, il va te raconter des petits trucs assez fun de comment il ramène des gens, quel est son intérêt pour lui, etc. Et voilà, si jamais tu veux un être pirate dans ton podcast, Avec grand je peux te le plaisir. présenter. Trop cool. Bah Génial. écoute, Julien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, merci à toi, Marion. Ben, du coup, là, actuellement, tu peux me retrouver, je dirais, sur mon Medium. C'est là où je publie les trucs les plus intéressants, en vrai, pour des conseils actionnables. Donc, Julien Ivaldi sur Medium. Et sinon, ben, sur Twitter et Instagram, Julien Ivaldi. Je suis pas trop présent sur les réseaux en ce moment, mais on va lancer une chaîne avec le crew, une chaîne YouTube assez soon. Et donc là, vous entendrez parler un peu plus de nous et de ce qu'on fait. Alors, restez connectés et je mettrai tous tes liens dans la description. Génial. À Salut, plus. ciao. Merci beaucoup.